Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de trésorerie. Plus précisément, nous allons parler des enregistrements qui se font à partir de la caisse, par la caisse et dans la caisse, c'est-à-dire les paiements en espèces, mais pas que. Donc dans un premier temps, on va voir les règlements en espèces, bien évidemment. Et ensuite, il y aura certains modes d'enregistrement qui passent par la caisse, notamment pour les activités qui ont lieu sur le marché, où il y a des encaissements en carte bleue, avec maintenant SumUp et compagnie, des encaissements par chèque, et dont les éléments sont posés dans la caisse. Donc on va passer par le compte de caisse pour les enregistrer en comptabilité. Donc dans un premier temps, le paiement en espèces. Alors on sait que chaque compte de trésorerie a son propre journal d'enregistrement. La caisse fait partie des comptes de trésorerie, donc la caisse a son propre journal d'enregistrement. Lorsque nous allons payer une facture fournisseur lambda et qu'on la paye en espèces, l'achat a été passé au compte fournisseur via le journal des achats et l'encaissement ou le décaissement va passer par la caisse. C'est somme toute assez normal, je ne vais pas revenir là-dessus. Souvent on me demande, mais pourquoi tels achats sont parfois passés en caisse directement en journal de charge? C'est le cas, on va prendre pour exemple les timbres fiscaux, les timbres d'affranchissement. On va à la poste, on paye en espèces, on nous donne le timbre. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas dans ce cadre-là par le compte fournisseur et qu'on enregistre directement en charge? C'est simplement que l'achat et le paiement sont concomitants. Il est évident que la poste ne va pas nous laisser partir avec le timbre si on n'a pas payé. Donc il est inutile d'aller enregistrer le timbre poste au compte fournisseur la poste pour ensuite solder. Ça fait faire 4 écritures pour pas grand-chose. Donc à ce moment-là, on va mettre notre 626 au débit et puis notre 531 au crédit et directement enregistré dans le journal de caisse. On a ça aussi pour les menus achats dans les petits magasins, des petites fournitures. On sait que c'est payé en espèces, que c'est payé de manière immédiate, donc on va passer directement de la caisse au compte charge. Mais il y a parfois des moments où on a reçu la facture et qu'on paye en espèces. C'est pas exclu. Pour des gros montants, par exemple, ou pour des fournisseurs avec qui habituellement on travaille à partir du compte fournisseur. C'est-à-dire pour qui habituellement on enregistre la facture d'un côté et le paiement de l'autre. Alors je dirais, si on voulait arriver à faire une distinction, à avoir un mnémotechnique pour distinguer les factures à passer directement en charge des factures à passer via le compte fournisseur, hormis tout simplement l'information que vous souhaitez conserver au regard de l'entreprise, c'est toujours pareil. La comptabilité, c'est une grosse base de données qui contient des informations et plus on simplifie les écritures, plus on a une perte d'informations. Donc tout dépend de l'information que vous souhaitez conserver. En l'occurrence, pour ma part, mon raisonnement est le suivant. Si vous avez dans les mains une facture avec le nom de l'entreprise, qui a été envoyé par la poste. À ce moment-là, vous enregistrez votre achat dans le journal d'achat et vous enregistrez votre paiement dans la caisse. Et pareil pour les clients, bien évidemment. On fait la différence entre le client de vente au comptoir, où la vente au comptoir, c'est il va acheter des petites broutilles, on va penser à l'imprimeur, par exemple, ces entreprises qui font un peu imprimeur, un peu photocopieur, un peu, voilà. L'imprimeur, il va distinguer ses clients d'imprimerie qui leur font imprimer soit des cartes de visite ou des folders, de l'étudiant qui vient faire ses photocopies. L'étudiant qui va faire ses photocopies, il va payer en espèces. On ne va pas passer par le compte client. On va enregistrer directement en produit. Ça marche dans les deux sens. Et là, l'étudiant, on ne va pas lui faire un reçu avec son nom, son prénom. Il va avoir juste en reçu le ticket de caisse.
Donc on passe directement le produit à partir du compte de trésorerie. Dès lors qu'on passe des produits par le compte de trésorerie, eh bien vous n'aurez pas l'ensemble de votre chiffre d'affaires en éditant le journal des ventes. Parce qu'il y a des écritures qui ne sont pas dans le journal des ventes. C'est une question de localisation de l'information et qu'est-ce que vous voulez voir dans votre comptabilité quand vous l'interrogez. Sinon, au sens général du terme, si la facture est identifiée, on la fait passer par le compte fournisseur. Si ce sont des petits tickets, on le passe directement en compte de trésorerie. Dans la mesure où on a le paiement qui est concomitant au document de facture. C'est-à-dire qu'on paye de l'essence avec la carte bleue. Et bien, effectivement, on a un ticket d'essence que la borne nous donne. À partir de ce moment-là, on va passer directement du compte bancaire au compte 606.1. Ça, c'est pour les flux de trésorerie en espèces classiques. Je vais parler du transfert d'espèces, c'est-à-dire quand on retire de l'argent sur le compte bancaire pour le déposer dans la caisse. Petite révision, on a le compte de la banque qui va fonctionner avec son journal de trésorerie et le compte de la caisse qui fonctionne avec son journal de trésorerie. Si on doit enregistrer les écritures dans les deux journaux, on ne peut pas faire monter à chaque fois les deux comptes parce que sinon on va avoir un doublon. Donc on va avoir un compte intermédiaire qui va éviter les doublons dans les comptes respectifs. C'est-à-dire qu'on va enregistrer, admettons, on a retiré de l'argent à la banque pour le poser à la caisse. On va formaliser le retrait à la banque sur le journal de banque, où on va venir marquer la sortie de la trésorerie du compte banque, c'est-à-dire 512 au crédit, on va mettre le montant. En contrepartie va être un compte transitoire qui est le 581 qu'on appelle virement interne. Donc au débit du virement interne, on va mettre le montant retiré à la banque. Sur le journal de caisse, on va formaliser l'arrivée de l'espèce dans la caisse. Donc on va solder le montant du 581 en mettant le montant au crédit et formaliser l'entrée des espèces dans le 531 par l'écriture au débit, sachant que le compte de trésorerie fonctionne à l'envers. Ça, c'est pour les transferts de compte à compte. Et si c'est deux caisses, c'est pareil. Si on a deux caisses parce qu'on a deux personnes qui vont faire deux marchés différents, eh bien, on va avoir deux journaux de caisse. Donc, si on transfère des espèces d'une boîte à l'autre, il va falloir faire la même écriture, le même type d'écriture que si c'est de la banque à la caisse. C'est pareil. 531.1, 581, 581, 531, 2. Et voilà, et le transfert est enregistré. Maintenant, je vais vous parler des personnes qui travaillent sur les marchés notamment ou qui sont en magasin et qui enregistrent leurs écritures sur un cahier de caisse. La pièce justificative de la caisse, c'est le cahier de caisse. On a la pièce justificative du compte bancaire, c'est le relevé bancaire que nous émet la banque. Et bien pour la caisse, c'est ce qu'on appelle le cahier de caisse, sur lequel l'opérateur est censé enregistrer tous les mouvements de la boîte. Et si le fisc vient contrôler sur le marché et qu'il regarde ce qu'il y a écrit sur le cahier et ce qui compte, ce qu'il y a dans la caisse, dans la boîte, il doit y avoir la même chose, c'est-à-dire le solde du début et tous les mouvements qui ont eu lieu, y compris encaissement carte bleue et encaissement chèque. Maintenant, à l'heure moderne, où on a aussi les cartes bleues, il regarde ça. Comment fait-on? Comment fait-on après pour passer tout ça en comptabilité? Alors, j'ai choisi de faire un petit schéma. Ici, on formalise notre caisse. On va y formaliser le chiffre d'affaires en espèces. Bon, ça ne pose pas trop de problème. Le chiffre d'affaires en chèque et le chiffre d'affaires par carte bleue. On va enregistrer ça dans le journal de caisse. On est sur notre journal de caisse. On va mettre l'ensemble de notre chiffre d'affaires. Allez, on vend de la marchandise en 707. On met la totalité. En 531, on va mettre les montants en espèces. Là, ça ne pose pas de problème.
là où on peut commencer à se dire, mais comment fait-on pour les autres? Eh bien, l'échec et les cartes bleues, hein, les deux, vont être mis dans des comptes pareils, dans des comptes transitoires, de la catégorie 511. En 511-21, on va enregistrer nos chèques. Et en 511-22, on va enregistrer nos cartes bleues. Lorsqu'on remet nos chèques à l'encaissement, on va aller sur notre journal de banque et on va enregistrer nos remises de chèques dans le 512 avec en contrepartie le 511-21 qu'on va solder. Et pareil pour les cartes bleues. Lorsque nous recevons le relevé de SumUp, par exemple, hein, puisque c'est le plus connu en fait. Hein. Donc on va aller dans le journal de banque toujours, parce que ça va être sur le compte bancaire qu'on va le constater. Toujours en 512, hein, un journal, un compte. Je vais enregistrer mon relevé d'encaissement carte bleue. En règle générale, ce relevé s'accompagne des frais. Donc on va mettre 627. Alors peut-être pas dans le même compte que la banque, hein, 627, si c'est 627.1 pour notre banque, on va faire 627.2 pour les frais d'encaissement, par exemple. Voilà, frais SumUp. Bien évidemment, en règle générale, ce sont des gens qui sont assujettis à la TVA. TVA sur frais. Et là, on solde notre 511-22 carte bleue. Bien évidemment, l'écriture doit être équilibrée. C'est-à-dire que le montant total des transactions payées par carte bleue qu'on a fait ce jour-là doit être soldé par le relevé. Sur le relevé, normalement, vous avez le détail. Vous avez les frais, vous avez la TVA et vous avez le montant qui vous est versé sur le compte. S'il y a un écart, il faut essayer de chercher d'où vient cet écart. Il ne doit pas y en avoir. Donc voilà le fonctionnement de ces encaissements via la caisse. Voilà, on a en fin de journée sur le marché, on enregistre sur notre journal de caisse. Une fois que c'est déposé à l'encaissement ici, eh bien on enregistre. Et une fois qu'on constate le versement sur le compte ici, on enregistre. Ça s'appelle fonctionner en compte de trésorerie. Ou alors, plus précisément, fonctionner en journal de caisse. Et à ce moment-là, le cahier de caisse, c'est votre Bible. Et il faut le garder. Vous ne le jetez pas d'une année sur l'autre. Parce qu'en cas de contrôle, on va vous le demander, ce cahier de caisse-là. C'est lui qui est le point de départ de tout. Et c'est sur celui-ci qu'il faut tout marquer. Si vous piochez dans la caisse pour aller chercher, ça doit être marqué sur le cahier de caisse. Il faut tout marquer. Et c'est pour ça, je vais me faire des amis, mais c'est pas grave. Quand on vous dit que la caisse enregistreuse, agrée, machin est obligatoire, eh bien non. Certes, elle est très utile parce que c'est toujours plus rapide de tapoter sur les touches d'une caisse enregistreuse et après de transférer directement en comptabilité que d'écrire sur un cahier et de saisir après. Mais le prix du cahier, c'est une dizaine d'euros si on prend un folder un carnet à feuilles numérotées. J'en ai pas là, j'ai pas préparé mon truc, j'en ai pas sous les... Mais vous voyez de quoi je parle, hein, c'est les petits folders avec les papiers carbone dont les pages sont numérotées. Voilà, comme le fisc dit par ordre chronologique et sans trou, eh bien alors là on y est. Il suffit que vous ayez en début de carnet marqué la date de la première page. Quand il est fini, vous mettez la date de la dernière page. Et que entre les pages, il n'y ait pas de trou. C'est-à-dire que vous ne laissez pas une page blanche. Là, ça veut dire que vous avez pu éventuellement fait quelque chose, générer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, peu importe ce que c'est. Donc, une page non utilisée est barrée. Vous pouvez, hein, vous avez écrit la date sur la page, vous êtes trompé sur la date. Alors, faites une grosse croix sur la page et vous prenez la page suivante. C'est le plus simple.
Vous raturez la date et vous dites voilà, je me suis trompée en écrivant la date, j'ai réécrit sur la page suivante. Dans la mesure où on est par ordre chronologique et sans trou, tout va bien. Parce qu'un cahier d'écolier, ça pourrait marcher aussi, sauf que le cahier d'écolier, on peut arracher des pages. Ces folders-là, les pages sont numérotées, donc c'est tout à fait accepté par le fisc. Parce que l'élément probant est fiable. C'est ça qu'ils vont vérifier. Hein. C'est si l'élément probant est fiable. Ils ont fait toute une montagne autour des caisses enregistreuses, parce qu'effectivement, les caisses enregistreuses, certaines, on pouvait aller en fin de journée, avant d'éditer les états, dans l'historique des ventes et supprimer les lignes et sortir de l'argent de la caisse en même temps. Ça fait que la prise de risque n'était pas énorme. On enregistrait tout, toc, 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 toc. Et puis une fois qu'on est à huis clos en fin de journée, on disait ah ben tiens, j'ai fait ça, j'ai passé la moitié au black. Ah ben cette vente-là, je l'annule, celle-là, je l'annule, celle-là, je l'annule. Et donc du coup, eh bien, l'outil n'était pas fiable. En tout cas, pas au regard du fisc. Donc ça, maintenant, c'est normal. Ces caisses-là ne peuvent plus être utilisées. Par contre, les anciennes caisses que quand on appuyait, ça écrivait sur le ruban, on pouvait annuler la transaction, mais c'est pas effacé. On avait le montant en négatif qui apparaissait sur le ruban. Donc, l'élément est fiable. Parce que le fisc, s'il regarde, il le voit que la transaction a été annulée. Il peut dire, c'est quoi cette transaction annulée? Le client a changé d'avis, il a ramené l'article. Mais ça dépend dans quel type de commerce on est. Si on est dans un bar-restaurant, c'est un peu compliqué de dire que le client a ramené l'article. Hein. Voilà. Ce sont des choses qui sont basiques, en fait. Hein. Il n'y a pas de pour les caisses enregistreuses, contre les caisses enregistreuses. Encore une fois, ça dépend de quelle est la taille de l'infrastructure, quels sont les services que vous voulez que l'outil vous rende. Si vous n'avez pas les moyens, et puis après, en même temps, c'est une question de poids. On imagine quelqu'un qui fait des marchés se trimballer avec une grosse caisse. Une caisse enregistreuse, et puis la caisse enregistreuse, elle a besoin d'électricité. Alors, s'il n'y a pas d'électricité, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, alors à ce moment, il vaut mieux un carnet. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour sur la question des règlements et des encaissements en espèces. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.